Thomas Veillet, on va parler un petit peu de la Chine. Comment s'est comportée la bourse chinoise en 2019? Mal dans le sens moins bien que les autres, on va dire. Quand on regarde les performances sur les marchés américains et sur le marché européen, la Chine est clairement en retard. La raison principale, c'est que clairement le marché chinois s'est contenté d'attendre toute l'année pour qu'on voie un éclaircissement au niveau du trade deal et qu'on ait une vision un peu plus claire sur ce qui allait se passer par rapport à cette guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Aujourd'hui, on voit que le ciel est en train de se découvrir gentiment et que finalement, peut-être qu'il y a une embellie qui est en train de se présenter à l'horizon. Mais l'année passée, c'était pas top par rapport au reste des marchés, mais c'est vraiment pas là où on s'est intéressé, où on s'est concentré, parce que la Chine était un peu dans cette espèce de marasme ambiant Bico Trade Deal. Merci, Monsieur Trump. La Chine, ça reste une économie qui a un fort taux de croissance. Euh, En tant qu'investisseur, à quoi est-ce qu'on doit faire attention par rapport à cette économie? Quels sont les points à suivre pour pouvoir investir en connaissance de cause? La croissance économique, justement. En fait, la Chine, ces dernières années, avec l'explosion de la Chine ces dernières années, on a eu des taux de croissance se faire jusqu'à 14% de croissance. Aujourd'hui, on est en fort ralentissement, on n'est plus qu'à 7% de croissance. Alors, je connais pas mal de présidents français qui tueraient leur grand-mère, leur mère ou leur femme même, pour avoir une croissance ne serait-ce que la moitié de ce que les Chinois affichent. Mais j'ose dire que c'est un problème aujourd'hui pour l'économie mondiale. C'est quand même 1,5 milliard de consommateurs qui aujourd'hui consomment moins et offrent une croissance un peu moins. Mais comme dans tous les pays émergents ou les pays en phase de développement, ce qui a été la Chine est en train de devenir un pays, j'ai envie de dire, normal. Et donc dans cette phase de croissance, vous ne pouvez pas avoir une croissance de 14% pendant 50 ans, ça n'existe pas. Donc la Chine a eu sa croissance de pays émergents. Aujourd'hui, elle est en train de trouver une croissance de croisière, si j'ose dire. Et donc il faut faire attention à ce côté croissance. Euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la Chine est un marché jeune, qui n'est pas mature par rapport à ce qu'on voit sous nos marchés aujourd'hui. Donc ils apprennent aussi beaucoup de choses. Ce qui est assez intéressant à observer, c'est que la Chine se comporte cycliquement dans les hausses et dans les baisses, comme nous on l'a vécu dans les années précédentes sur les marchés normaux, régulés, l'Europe, les États-Unis. Quand je veux dire, se comporte cycliquement, c'est-à-dire que, mais beaucoup plus vite. Donc ils ont des hausses violentes, ils ont des crashs boursiers, et puis ils repartent de plus belle. Mais finalement, si vous prenez le graphique de la Chine, le comportement de la Chine ces 10 dernières années, et que vous la collez pour essayer de faire une comparaison avec le S&P depuis 30 ou 40 ou 50 ans, vous verrez que finalement, la cyclicité est la même, sauf qu'ils ont tout concentré sur 10 ans. Et que nous, on a mis 50 ans pour avoir les mêmes mouvements. Ils ont aussi eu leur crise au niveau de la technologie, etc., etc., de la consommation, du mouvement des gens qui quittent les campagnes pour venir travailler dans les villes, de l'explosion des villes. Enfin, ils sont en train de vivre tout ça avec un peu de retard, jusqu'à finalement rattraper l'économie mondiale et être au même niveau, peut-être avec une croissance un peu inférieure. Donc ce qu'il faut regarder, c'est effectivement le taux de croissance et tous les chiffres économiques, CPI, PPI, PMI, pour voir un petit peu comment ça évolue aujourd'hui, pour voir s'il y a des signes d'amélioration. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, on a des signes d'amélioration de la consommation, on a des signes d'amélioration de la croissance, on n'est plus en décroissance, ça a l'air de se stabiliser, donc on est en train d'essayer de reconstruire derrière, que des choses qui sont en train de se passer de manière positive sur la Chine, gentiment. Et encore, on n'a pas signé le trade deal avec les Américains. Le jour où ils auront signé leur trade deal, il y aura peut-être encore plus de ce côté-là. Donc je crois que c'est important, c'est d'observer la Chine, d'écouter un peu ce qui se passe et de comprendre aussi que c'est un monde à elle toute seule. C'est-à-dire que la Chine a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils sont très égoïstes et ils se foutent complètement de ce qui se passe à l'étranger. J'exagère un petit peu, mais aujourd'hui, si vous avez les Américains qui perdent 3%, la Chine ne va pas perdre 3%. Par contre, si les États-Unis perdent 3%, je peux vous dire que le CAC 40 et le DAX demain, ils en perdent 5%. Mais la Chine n'est pas influencée par ça. Vous avez une crise en Iran, la Chine s'en fout. Le Japon panique, la Chine pas. C'est vraiment leur économie. Et ils sont pratiquement autonomes, ils n'ont pas forcément besoin de la consommation extérieure. C'est clair que ça les aide, évidemment. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est un pays qui a une capacité de développement qui est monstrueuse en termes de taille. Et voilà, et simplement, c'est un pays qu'on ne va pas pouvoir négliger et oublier. Alors aujourd'hui, ils viennent de traverser une année compliquée, j'ai envie de dire, parce que les Américains leur ont mis des bâtons dans les roues. Donc on voit clairement qu'une collaboration commerciale efficace avec les États-Unis, c'est important. Je crois que Trump l'a très bien compris. Et on voit très bien qu'ils ont aujourd'hui une capacité à se défendre tout seuls, mais ils ont besoin d'avoir le soutien et la collaboration des Américains.
D'ailleurs, c'était assez symptomatique quand les Américains ont bombardé l'Iran il y a 4 jours en arrière. euh, Ce qui était intéressant, c'est la réaction du gouvernement chinois. Ils ont dit oui, c'est quand même pas très gentil de tenter l'escalade en Iran. Mais bon, voilà. Donc c'était pas tellement agressif. Ils sont pas en position dominante de ce côté-là. Ils ont envie de collaborer avec les Américains. Et quelque part, si les Américains, ça peut les soulager de raser Téhéran, je suis pas sûr que ça gêne les Chinois dans l'immédiat. Et voilà, je pense que c'est un pays qu'on peut pas négliger. Et surtout, ils ont vraiment des comparables avec les États-Unis. Ils ont une technologie qui est très en avance également. Et ils ont beaucoup de sociétés qui sont enfin, la copie, c'est les spécialistes pour ça, on aime bien dire ça, mais il y a des copies. Vous avez des Tencent qui sont des répliques du business model d'Apple sur certaines choses. Vous avez de l'Alibaba, c'est clairement de l'eBay, un mélange d'Amazon. Vous avez Didi.com qui c'est aussi un peu comme un Amazon. Donc vous avez vraiment des choses qui se recoupent. Les business models qui sont mis en place aux États-Unis, les Chinois ne vont pas utiliser ceux des Américains, ils vont créer les mêmes. Donc vous avez des sociétés aujourd'hui qui deviennent aussi des espèces de GAFA chinois. Donc ça vous permet d'avoir aussi cette vision-là. Et c'est des gens qui ont un potentiel de technologie qui est énorme derrière, parce qu'ils sont beaucoup plus réactifs que nous, occidentaux, à s'impliquer, à utiliser la technologie. Ils ont aujourd'hui une situation qui commence à s'éclaircir après cette période compliquée dont tu viens de nous parler. C'est notamment dû à la prochaine signature du trade deal, mais qui reste un accord entre les Américains et les Chinois de phase 1, qui reste relativement limité. Est-ce qu'il ne reste pas un fort risque que les choses tournent mal ou que ce trade deal soit annulé? Et est-ce que ces négociations ne sont pas encore un risque qui pourrait nous faire dire qu'investir en Chine reste très risqué? Alors, en fait, il faudrait juste changer le côté très ou gros risque. Très risqué ou gros risque. Je pense qu'il y a un risque que le trade deal ne se fasse pas, et je pense qu'il y a un risque d'investir en Chine. Il n'y a pas de très gros risque. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine est un marché mature. Je suis beaucoup plus à l'aise à aller acheter de la Chine plutôt que de la biotechnologie, par exemple. Je pense que les résultats de la biotechnologie sont beaucoup plus aléatoires que la Chine. Je pense après, effectivement, que un trade deal, tant qu'il n'est pas signé, il n'est pas signé. Mais encore connaissant le président américain aujourd'hui, ça ne veut pas dire que parce qu'un trade deal sera signé, il ne va pas tourner la veste le lendemain. Il n'y a aucune obligation qui l'enjoint à conserver les prérogatives d'un trade deal qu'il aurait mis en place. Je pense que Trump a tout intérêt à qu'un trade deal 1, 2 soit signé d'ici l'été pour pouvoir se dire regardez-moi ce que j'ai fait pour préparer son élection du mois de novembre. Et puis de nous sortir le trade deal 3 début 2021, une fois qu'il aura été réélu en disant regardez, je suis le meilleur, et puis voilà. Moi je le vois un peu comme ça. Il peut nous faire encore des volte-face, donc quand je dis il, c'est Trump, durant l'année, avant qu'il signe le trade deal 1, parce qu'aujourd'hui on dit que c'est sous cloche, que c'est fait, mais on ne sait pas le contenu, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas quand. Enfin, apparemment ils ont un accord, mais on ne sait pas trop sur quoi. Aujourd'hui il y a un soulagement au niveau des marchés chinois. Il y a aussi une amélioration des conditions économiques en Chine, mais qui n'a rien à voir avec le trade deal puisque ce n'est pas encore signé. Mais par contre, ça va quand même mieux. Pourquoi? Parce que le gouvernement est en train de soutenir l'économie, ils sont en train de faire le même boulot que les Américains. Les banques centrales, ils ont compris comment les Américains ils font, ils sont en train de faire pareil chez eux. Donc oui, il y a un risque. Forcément qu'il y a un risque. S'il n'y avait pas de risque dans ce métier, ça serait embêtant, il faudrait faire autre chose. Mais il y a un risque, mais je ne pense pas qu'il est plus élevé que quoi que ce soit d'autre. Et je pense qu'il y a le risque qu'un trade deal ne se fasse pas. Pour moi, c'est pas une option, quoi. Voilà. Je pense que pour que ça ne se fasse pas, il faudrait qu'il y ait un des deux qui ait vraiment intérêt à que ça ne se fasse pas. Et je pense que la Chine n'a pas intérêt, et je ne suis pas sûr que Trump ait intérêt à annuler ça. Trump est capable de dire finalement je ne fais plus rien, laisser baisser le marché et revenir encore une fois pour dire finalement j'ai trouvé une solution et le marché il reprend tout derrière. Il nous a déjà fait le coup. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne va pas recommencer à faire la chose. Par contre, in fine, je pense qu'on va quand même vers un accord commercial. Quand on a discuté de la Chine la première fois, j'ai senti qu'il y avait vraiment beaucoup d'enthousiasme de ta part par rapport à cette idée. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quelle est ton hypothèse exactement sur un décollage chinois en 2020 et pourquoi c'est une hypothèse ou une idée d'investissement qui te tient particulièrement à cœur? Moi, d'abord, je suis très technique et quand j'observe le comportement des marchés chinois depuis plusieurs années, je vois qu'on a des phases de consolidation. Et puis quand on sort de ces phases de consolidation, on a une accélération. Alors, généralement, une accélération en Chine, c'est pas 3%, c'est plutôt 30%. Donc aujourd'hui, quand j'observe ce que fait la Chine depuis une année, on s'ennuie dans un range de
de 500 points sur le CSI 300. Et aujourd'hui, depuis 2 jours, on a cassé à la hausse. Donc pour moi, on sort d'un énorme range latéral dans lequel on s'ennuie, pour parler français, depuis quelques mois. Et aujourd'hui, on est en train de changer de dimension. Et chaque fois qu'on a ce genre de changement de dimension, où on sort de cette zone de consolidation, on a une accélération derrière. Voilà. À côté de ça, j'ai quoi? J'ai des chiffres économiques qui s'améliorent en Chine. J'ai une volonté de la Banque centrale d'aider les entreprises en Chine, de réduire les endettements. Et vous avez un trade deal qui est en hypothèse qui devrait se produire. La version 1 prochainement, tout prochainement, et la version 2 dans la suite. Pour moi, c'est quand même des signaux qui sont plutôt encourageants. Voilà. Donc je suis allé regarder un petit peu ce qui se passait du côté des marchés chinois. J'ai vu que les valeurs technologiques, notamment chinoises, avaient déjà décollé très vite. Je pense à des entreprises comme Alibaba. Est-ce que le rallye sur ces valeurs-là, de l'Internet ou de la technologie, pourrait être déjà essoufflé? Si on regarde la performance des... Je n'ai pas les performances en tête, hein, mais si on regarde les performances de ces gros noms technologiques, quand elles accélèrent, c'est 100-150% de hausse. Aujourd'hui, on a fait 25%. Donc oui, il y a encore du potentiel. Voilà, c'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit, ne serait-ce, je prends un exemple chiffré, quand vous voyez la journée des célibataires chaque année que Alibaba met en place pour lancer la saison d'hiver, enfin de Noël, on va dire. La première année où ils ont fait ça, il y a 3 ans en arrière, je crois qu'ils ont fait 18 milliards de ventes. La deuxième année, ils ont fait 30 milliards et là, ils sont à 38 milliards. La croissance, elle est là. Aujourd'hui, les gens achètent systématiquement sur Internet. Malheureusement, la plupart du commerce de proximité disparaît parce que vous êtes de toute façon moins cher ailleurs. Je suis en train de me demander, mais qui va encore acheter dans des magasins comme ça? Et en Chine, de nouveau, ils ont encore 2, 3, 4, 5 ans d'avance sur nous parce qu'ils font tout comme ça. Et c'est encore beaucoup plus facile avec les instruments qu'ils ont au niveau des paiements. Je prends l'exemple du paiement mobile qui est beaucoup plus évolué en Chine qu'il n'est aujourd'hui chez nous en Occident. Donc ils ont un coup d'avance là-dessus. Il y a un développement potentiel là derrière qui est encore énorme. 25% de rebond sur la Chine, c'est rien. C'est pas une issue de ce côté-là. Derrière, il y a un potentiel qui est monstrueux, ne serait-ce que simplement, ils sont 1,5 milliard. Et vous avez des sociétés aujourd'hui dans le dossier de Chine, je parle justement d'un tracker qui s'appelle le Dragons, en fait, le PGJ, c'est un tracker qui s'appelle les Golden Dragons. Et en fait, ils investissent dans des sociétés qui génèrent la plupart de leurs revenus en Chine, mainland China, donc à l'intérieur du pays. Donc du coup, c'est toutes les sociétés qui vont croître avec la croissance interne du pays. Donc vous n'avez même pas besoin de vous occuper de savoir si ça va bien avec les États-Unis, l'Europe ou n'importe quoi. À l'interne, ils sont autosuffisants. 1,5 milliard de consommateurs, point barre. Donc il y a encore du potentiel à la hausse, c'est tout. Et je pense que ces mouvements, là aujourd'hui, si on regarde les indices principaux, ils ont fait une consolidation. On a déjà eu un mouvement technologique qui s'est amorcé, mais si la confirmation à la hausse se fait, c'est 25, 30, 40% de hausse sur les indices à venir, les technologiques, elles ne vont pas rester en arrière, hein, elles vont suivre le mouvement derrière. Moi j'aimerais bien toujours acheter au plus bas et toujours vendre au plus haut. Ça fait 35 ans que j'essaie, mais j'arrive pas. Donc à un moment donné, on va toujours rater un peu le décollage, et puis peut-être certainement vendre trop tard, parce que ça aura déjà commencé à baisser. Voilà. Alors moi j'ai plein de clients officiellement, ils achètent toujours au plus bas et vendent toujours au plus haut, mais enfin moi j'ai jamais vu les ordres de bourse officiels. Enfin toujours est-il que je pense qu'il y a encore du potentiel, et c'est pas un rebond de 20% sur Alibaba qui doit nous empêcher de rentrer dedans, quoi. Donc on reste bullish sur la tech. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que tu regardes de particulièrement près pour le marché chinois? Non, alors la Chine est tellement spécifique comme domaine d'investissement que j'ai pas envie de rentrer dans le tissu économique. D'abord parce que investir en Chine directement, faire du stock picking en Chine, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous ne pouvez pas accéder à toutes les actions en tant qu'étranger. Il y a les shares A, les shares B qui sont alloués aux étrangers, d'autres seulement aux locaux. Donc c'est compliqué. Et en plus, sur une grande partie de petites sociétés, les normes comptables chinoises n'ont absolument rien à voir avec les normes comptables qu'on a aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis. Donc c'est très très difficile de comprendre la comptabilité, et il y a eu déjà pas mal de problèmes sur les petites capitalisations, les mid-small cap. Donc je n'irai pas mettre les pieds là-dedans parce que c'est quand même encore un peu un panier de dragons, si j'osais. Donc ce qui fait que ça reste quand même très compliqué. Par contre, jouer la Chine, aujourd'hui vous avez plein d'ETF qui vous permet de vous exposer à la Chine. Il y a le CQQQ, qui est le tracker sur la technologie chinoise,
qui pour moi est de l'or en barre si vous croyez que la technologie n'est pas morte, et surtout en Chine. Donc vous avez des moyens de vous exposer avec une diversification principale avec 50, 100 ou 250 titres dedans. Donc vous limitez vos risques de retomber sur une pomme pourrie parce qu'on vous a dit qu'il fallait acheter telle ou telle boîte. Donc j'irai sur les gros noms chinois qu'on connaît, qui sont cotés aux États-Unis, parce que leurs normes comptables sont validées par la SEC aux États-Unis. Mais autrement, j'irai sur de l'ETF. On joue en mouvement. Après, si vous voulez jouer vraiment les capitalisations chinoises, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Il faut trouver un gérant de fonds qui fait ça spécifiquement, qui parle chinois, qui si possible est chinois et qui est basé à Hong Kong. Donc tu as rédigé un dossier hors série sur la Chine. Si on a décidé de faire ça ensemble, c'est parce que tu étais aussi assez pressé de parler de cette opportunité. C'est un peu toi qui as insisté pour qu'on ne tarde pas trop avant de publier quelque chose. Donc tous les nouveaux membres qui s'inscriront à Morning Bull ce mois-ci recevront ce dossier spécial. Est-ce que vraiment ça presse tant que ça? Quel est le timing que tu vois? Bah, le problème, c'est que, de nouveau, si vous regardez un petit peu l'historique, quand la Chine accélère, elle accélère. Donc, il y a un moment donné, on a eu une zone de consolidation depuis des mois et des mois. Même si aujourd'hui, elle ne devait pas accélérer tout de suite, on n'a pas un gros risque à la baisse. Par contre, si tout d'un coup ça démarre, ce serait un peu dommage que ça... On a déjà eu plusieurs fois, elle nous a fait... en 2-3 mois, elle fait 35%, puis après, elle ne fait plus rien. Donc, le truc, c'est justement d'être dedans le plus tôt possible et surtout d'être prêt avec des idées pour pouvoir y aller le jour où c'est le moment. Donc c'est pas moi qui vais vous donner le feu vert, mais simplement je pense qu'à un moment donné, la Chine, quand elle fait rien, on n'en parle pas. Et puis quand tout d'un coup il se passe quelque chose, vous avez tout le monde qui court dans tous les sens, un peu à l'image de quand vous rentrez dans un poulailler, il y a toutes les poules qui partent dans tous les sens, et bien là vous avez tout le monde qui part dans tous les sens. Comment je fais pour investir en Chine? Et donc après il faut recommencer à réfléchir, trouver des solutions. Donc, moi j'aimerais apporter des solutions là, maintenant. Pour ceux qui ont envie d'y aller maintenant, allez-y maintenant, parce que je ne pense pas que c'est un gros risque, mais surtout que le jour où ça démarre, ça va démarrer très vite, et ce serait un peu dommage de dire il faut vite écrire quelque chose, et puis en l'espace d'un mois, vous avez déjà raté 15 ou 18% de hausse, quoi. Voilà, c'est pour ça, quand j'ai des idées qui viennent comme ça, comme je n'ai pas toujours des idées qui viennent, je préfère avoir l'occasion de l'exprimer le plus vite possible, comme ça je l'aurais dit au moins. Donc si je te suis bien, la vraie valeur ajoutée de ce dossier, c'est d'avoir les moyens concrets d'investir en Chine, qui est un marché qui est des fois difficile à comprendre et dans lequel il peut être difficile d'investir si on ne sait pas où aller. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est un kit de survie pour la Chine, on va appeler ça comme ça. En fait, de nouveau, le marché chinois s'est ouvert réellement aux investisseurs depuis 15 ans. Avant, c'était quasi impossible de faire de la Chine. Et depuis 15 ans, on a des phases de hausse sur la Chine, où finalement, à chaque fois qu'on a une phase de hausse, à chaque fois, vous avez des gens qui débarquent. Oui, mais alors comment je fais pour investir sur la Chine? Parce qu'entre deux, on s'en désintéresse. Parce qu'on veut bien, quoi qu'on veuille bien en penser, on est loin de ce marché. On ne parle pas la langue, on ne lit pas ce qu'ils écrivent, on est loin de ces gens-là. Donc on s'y intéresse quand ça monte, mais quand il ne se passe rien, on oublie. Et même moi, j'oublie complètement qui sont les références là-bas, qui sont les titres qu'il faut regarder. Donc c'est pour ça, j'ai écrit là un kit de survie que je vais garder et que dans 2 ans, quand il faudra revenir après une correction sur la Chine, eh ben, j'aurai toujours les mêmes noms. Et vous avez une gamme d'ETF, parce que finalement, je pense que c'est vraiment un des meilleurs moyens de jouer la Chine, c'est les ETF. Quand vous avez cette gamme d'ETF, vous faites à peu près ce que vous voulez. Soit vous faites du défensif, vous achetez des trackers qui traquent les gros indices, soit vous faites de la techno, soit vous faites de la consommation, soit vous faites de la croissance interne. Enfin, il y a moyen de jouer. Ça, c'est vraiment un kit de survie qui sera toujours là, qui vous permettra de le réutiliser dans 10 ans. Alors aujourd'hui, le timing du démarrage de la Chine, quand je regarde mes graphiques, je pense qu'elle est en train de démarrer. Il suffit que ça se calme en Iran et puis que les États-Unis prennent 3% au mois de janvier, et vous verrez que la Chine sera en hausse de 7 ou 8%. Et puis on dira, damned, j'ai déjà raté 7 ou 8%. Donc voilà, moi j'aurais déjà apporté un dossier, puis après vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que c'est quelque chose d'important d'avoir sous la main parce que aujourd'hui, l'investisseur occidental, américain, européen, suisse, on a tendance à voir la Chine comme un peu un épouvantail, on ne sait pas trop comment y aller, mais il y a des moyens assez simples de le faire. Mais je pense qu'il y a un adage que j'aime beaucoup, c'est l'adage KISS, Keep it simple and stupid. Donc rester simple et stupide. Investir en Chine pour l'instant, il faut rester simple et stupide. Il y a quelques tips, quelques idées pour entrer et c'est ce que j'essaie d'apporter là-dedans. Donc tu confirmes, c'est souvent une inquiétude de la part des membres de Morning Bull,
que les méthodes que tu proposes dans ce kit sont utilisables par un investisseur qui n'est pas forcément un expert en bourse, qui investit, qui achète des actions par-ci par-là? Alors bien sûr, sur la Chine, j'invente rien. Je pense qu'au contraire, c'est vraiment ce que je dis. La Chine est un marché basique, hein. C'est un marché, un jeune marché par rapport à la technicité et à la spécificité d'un marché américain aujourd'hui qui est complexe et qui est énorme et complexe, et puis qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intervenants qui viennent de tous les côtés, de tous les horizons. La Chine, vous avez encore c'est un grand terrain vague. Et donc, on n'a pas besoin de grand-chose pour investir en Chine. Il faut juste profiter des mouvements. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, si la technologie chinoise va prendre 45% dans les 2 mois, je me fous totalement de savoir qui sont les actions qui vont en participer. Je veux juste participer aux 45%. Après, à l'intérieur, aller gratter, voir comment ces sociétés fonctionnent, c'est trop compliqué, c'est pas le but du jeu, c'est pas mon job. Mon job aujourd'hui, c'est de profiter d'un mouvement. Et je pense que le mouvement de croissance de la Chine, il n'est pas mort. Et même si la Chine doit se contenter d'une croissance de 8% pendant 5 ans, c'est encore nettement, nettement, nettement supérieur que que 100% des pays qui sont dans l'Union européenne aujourd'hui. Donc on a encore une croissance potentielle en Chine qui est monstrueuse, et il faut pouvoir la jouer. Mais justement, parce que c'est un marché jeune, c'est facile à jouer, c'est tout. En plus, c'est des produits qui se traitent en Occident, en dollars pour la plupart, donc vous n'êtes pas embêté par rapport à ça. Vous n'avez pas besoin d'appeler la Chine, vous n'avez pas besoin de vous coller sur les horaires chinois. Vous faites comme si vous traitiez le marché américain, vous avez des ETF, mais c'est vraiment basique, facile, simple, sauf qu'il faut les connaître parce qu'on les oublie. Il y en a un qui revient tout le temps, qui est le FXI, qui est le premier tracker qui a été créé sur la Chine il y a 12 ou 14 ans en arrière, parce qu'il traque les 50 plus grosses capitalisations boursières chinoises. Voilà, c'est un truc bateau. Vous achetez ça, c'est comme si vous achetiez les 50 titres du CAC 40. Voilà, c'est tout. Et puis vous avez la réplique de l'indice. Vous jouez la vision. Et je pense que si la Chine démarre, le FXI, le Chinois 50 qui représente le FXI, va prendre 30%, votre tracker il prendra 30%, vous n'avez pas besoin de plus. Il y a certainement des sociétés en Chine qui, dans l'année 2020, vont prendre 250%. Désolé, c'est pas chez moi que vous les trouverez, c'est tout. Donc plutôt que de se compliquer la vie à aller chercher des petites pépites sur des marchés qui peuvent être à tonnes comme en Europe, tu proposes de regarder cette vague de croissance qui existe encore aujourd'hui en Chine et simplement de la surfer pour pouvoir tirer du rendement sur cette économie au niveau global. Absolument. Moi, ce que j'essaie de vendre dans tout ce que de vous expliquer dans tout ce que je fais au niveau Morning Bull, c'est d'avoir une vision long terme et d'attraper les tendances de fond de base. La Chine, pour moi, fait partie d'une économie qu'on ne va pas pouvoir négliger. C'est pas parce qu'elle a beaucoup monté puis qu'elle a beaucoup baissé qu'elle elle va arrêter de fonctionner. Non, c'est un marché comme un autre. C'est un marché jeune qui est en train de devenir un marché mature. Et dans 10 ans, la Chine, on ne la verra plus du tout comme elle est en termes de marché boursier, ni en termes d'économie mondiale. Donc je pense qu'il faut simplement être dedans. Mais comme tout, je pense qu'il faut juste construire sur le long terme. Et quand on dit, ouais bon, 20%, 20% c'est monstrueux. Je veux dire, aujourd'hui, j'entends des gens qui se plaignent. Je discutais avec un client il n'y a pas si longtemps que ça, qui dit « Ah, mais j'ai fait que 17% l'année passée. » Mais que 17%? Oui, c'est vrai, il y a des titres qui ont fait 280% l'année passée. J'étais pas dedans, dommage. Mais jamais vous allez investir dans un titre, un seul titre, tout votre portefeuille, pour vous dire « Je vais faire 280% cette année. » Ça s'appelle le casino. Vous prenez 10 000 €, vous allez au casino, vous mettez tout sur le noir, et puis vous avez une chance sur deux de doubler. Super. C'est pas ce qu'on essaie de faire. Je pense qu'on a la possibilité d'avoir des endroits de croissance par moment. Dans un portefeuille global, vous avez un portefeuille long terme. Donc moi, j'ai une partie du portefeuille que je ne toucherai jamais. Et vous avez une deuxième partie, vous allez pouvoir faire des investissements opportunistiques. La Chine en est un en ce moment, à mon sens. Et peut-être que dans 8 mois, je viendrai vers vous en disant, voilà, maintenant, je pense qu'il faut sauter dans la biotech, opportunistiquement parlant. Peut-être. Hein. Je ne dis pas qu'il faut rester dans ces choses-là sur base très longue. Moi, aujourd'hui, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai des titres que je garde sur base très long terme et on ne veut même pas rentrer en une discussion. Mais à côté de ça, je vais rajouter un peu de trucs un peu plus sympas. La Chine, pour moi, est un relais de croissance aujourd'hui. Il faut être dedans, à mon sens. Il y a des moyens simples d'y aller dedans. Voilà, entre acheter de l'or ou acheter du tracker sur la Chine, pourquoi pas faire un peu des deux, quoi. Thomas Veillet, merci. Je vous en prie.